Comme l'indique le titre de la paracha que nous lisons ce Shabbat, Toldot, le sujet central en est la postérité de Yitzhak, c'est-à-dire, comme l'enseigne Rashi dans son premier commentaire sur ce paragraphe, Yaakov et Esav, dont il est question dans toute cette paracha, et que l'on pourrait qualifier à bon droit de frères ennemis. Mais en réalité, le sujet est plus grave encore. Lorsque le verset relate que les fils s'entrechoquaient dans le ventre de leur mère Rivka, le Midrash Rabbah, rapporte l'enseignement de Rabbi Yochanan qui dit « Il ne cherchait pas simplement à s'entrechoquer, il cherchait à s'entretuer ». Comment pouvons-nous comprendre cet enseignement? Quel est le message que Rabbi Yochanan vient nous enseigner? Eh bien, me semble-t-il, ce message, c'est pour nous dire que, en vérité, le sujet central de cette paracha, c'est tout simplement l'antisémitisme. Parce que Esav, c'est le fondateur de l'antisémitisme, de la haine du juif. Et c'est donc de cela qu'il est question. Et lorsque le même Midrash rapporte un enseignement d'un autre maître, Rabbi Berachia, au nom de Rabbi Lévi, qui dit qu'on remarquera, ne crois pas que Esav a voulu s'en prendre à Yaakov seulement lorsqu'il est sorti du ventre de sa mère, mais même lorsqu'il était encore à l'intérieur, il lui tendait déjà son poing. Et donc, là encore, on peut se poser la question de savoir, mais quelle est l'idée que veut véhiculer ce Midrash? Il me semble qu'il y a ici deux idées complémentaires. La première, qui a été notamment développée par le Chafetz Chaim, qui dit que si déjà dans le ventre, on vient nous dire que le combat entre Jacob et Esav, Jacob et Ésaü, se déroulait déjà dans le ventre, et qu'au moment où ils sortent du ventre, eh bien, Yaakov tenait le talon de Esav, cela veut nous dire tout simplement que depuis toujours, Ésaü a voulu en finir, a voulu piétiner Yaakov, et qu'il y serait arrivé si Yaakov ne l'avait pas empêché en lui tenant justement le talon avec lequel il voulait le piétiner. L'autre idée a été développée par Rabbi Yosef Dov Soloveitchik, l'auteur du Beth Halevi, le fondateur de la dynastie des rabbins de Brisk, qui dit qu'on voit de là, le message du Midrash, est que l'antisémitisme de Esav est un antisémitisme congénital, viscéral, gratuit, qui ne repose sur aucun argument logique, et que toutes les raisons qui sont invoquées par les antisémites ne sont en réalité que des prétextes fallacieux pour faire bonne figure et aussi pour influencer la société. À partir si nous admettons que cet enseignement est la clé de lecture de notre paracha, donc la vision de la Torah sur l'antisémitisme, cela va conférer une dimension supplémentaire à la toute fin de cette paracha. Le dernier verset de la paracha nous enseigne que Esav est allé voir Ishmaël, qui était donc le premier fils d'Abraham, fils aîné d'Abraham, et qu'il a pris pour femme, eh bien, la fille de Ishmaël, qui s'appelait Machalat, et qui était la sœur de Nevayot. Et le Gaon de Vilna explique à ce sujet que la raison pour laquelle Esav a voulu se marier avec la fille de Ishmaël, c'était en réalité pour assouvir sa haine et pour concrétiser ses projets de destruction. En d'autres termes, il a voulu exploiter la haine que Ishmaël avait vis-à-vis de son frère Yitzhak, c'est-à-dire le père de Esav, utiliser cette haine contre Yaakov et la combiner avec la sienne propre pour avoir un allié. Cet enseignement que le Gaon de Vilna donne dans un commentaire sur un ouvrage kabbalistique qu'on appelle le Sifra de Sliuta,
peut trouver des appuis dans différents midrashim. Ainsi, le midrash Yalkut Shimoni sur Lech Lecha, à propos de Brit Ben Abetarim, de l'alliance des morceaux que Dieu avait contracté avec Abraham Avinu, en lui faisant offrir un certain nombre d'animaux, et où le midrash dit que ces animaux faisaient référence aux Arba Malchiot, aux 4 civilisations qui allaient dans le futur opprimer les descendants d'Abraham Avinu. Eh bien, dans le midrash Yalkut Shimoni, on dit que parmi ces 4, il y en avait un qui était Édom. Édom, c'est le descendant de Esav, et qui était représenté par une génisse. Et il y avait aussi Yishmaël, la civilisation de Yishmaël, qui elle était représentée par un taureau. Et ce midrash nous dit qu'à un moment donné, le taureau avec la génisse vont s'accoupler et qu'alors ils vont détruire les vallées. On voit bien ici une idée d'association. Ça, c'est donc un premier midrash. Il y en a un autre, midrash Teilim, sur le psaume 6, dans lequel il est question, dans le premier verset, l'Amlatzer Midminot, à la chéminite de l'harpe à 8 cordes. Et le midrash se demande c'est quoi ces 8 cordes. Il dit en fait que les quatre civilisations qui sont appelées à opprimer Israël opéraient en réalité en duo, de sorte que c'était 4 qui faisaient 8. Ainsi, par exemple, Babylone était associée avec la Chaldée, et la Perse avec la Médie, et la Grèce avec la Macédoine, et Édom, c'est-à-dire Esav, avec Ishmaël. Donc nous voyons bien qu'il y a une association, c'est-à-dire que en réalité, dans l'histoire d'Israël, depuis le début de la diaspora, on sait très bien que en Occident, Israël a été en but très souvent aux persécutions de Esav, et en Orient, Israël a été en but aux persécutions de Ishmaël. Mais là, les midrashim en question que nous venons de citer laissent entendre qu'à un moment donné de l'histoire, eh bien, ces deux antisémitismes vont se rapprocher et vont s'associer et vont se combiner. Eh bien, mes chers amis, il me semble que nous y sommes en ce moment. Nous avons constaté effectivement qu'il y a une association entre d'un côté l'islamisme radical et d'autre côté l'antisémitisme type occidental qui est exacerbé par des considérations de clientélisme. Et donc nous sommes face à cet antisémitisme débridé, et la question se pose, est-ce que nous pouvons trouver dans notre paracha des enseignements pour savoir comment nous opposer, comment résister, comment nous protéger, plus exactement, de ce grand danger? Eh bien, me semble-t-il, la réponse qui découle de cette paracha, c'est oui, nous avons un modèle duquel nous ne devons pas nous départir, nous devons rester absolument fidèles au modèle que nous propose notre patriarche Yaakov. Alors, en quoi consiste ce modèle? C'est un modèle, en vérité, qui présente 2 dimensions. La première dimension est la suivante. Tout le monde sait, c'est bien connu, que Avraham Avinu est le paradigme du chesed, de l'amour. Mais Avraham Avinu a donné naissance à Ishmaël, qui a dévoyé cet amour, et dont les descendants, par exemple, aujourd'hui, sont prêts à sacrifier leur vie, à mourir en martyr, quitte à tuer des hommes. C'est de l'amour dévoyé. Yitzhak, quant à lui, est l'homme de la Gevura, c'est-à-dire de la rigueur. Mais il a donné naissance à un fils qui a dévoyé cette rigueur, c'est Esav, qui au lieu de s'appliquer la rigueur à lui-même, l'a appliquée aux autres. Par contre, Yaakov, mitato shelema, nous disent nos maîtres, c'est-à-dire que son lit est intact, il n'a donné naissance à aucun fils dévoyé. Pourquoi? Parce que quelle est sa mida, lui? Qu'est-ce qu'il incarne, lui? Il incarne cette modalité de comportement que la Kabbale appelle Tiferet, c'est-à-dire l'harmonie, l'équilibre, justement entre ces 2 forces antinomiques que sont l'amour et la rigueur. Yaakov est celui qui sait tempérer l'amour par la rigueur et la rigueur par l'amour. Qu'est-ce que cela signifie tempérer l'amour par la rigueur? C'est veiller à ce que tous nos désirs et toutes nos passions ne puissent se développer que dans le cadre strict que nous donnent les lois de la Torah. Et que signifie
tempérer la rigueur par l'amour, eh bien c'est veiller justement à ce que la rigueur, nous l'appliquions à nous-mêmes et ne l'appliquions pas aux autres. Eh bien c'est ce modèle-là qu'il convient d'imiter pour développer cette mida de la Tiferet et s'opposer ainsi aux défauts à la fois de Ishmaël et à la fois de Esav. Et puis, me semble-t-il, il y a une deuxième dimension. Parce que, à la toute fin de notre paracha, justement sur le dernier verset déjà cité, il y a un long développement dans Rashi pour nous dire que de la manière dont est expliqué les détails du mariage entre Esav et la fille de Ishmaël, Machalat, on apprend, on découvre que lorsque Yitzhak et Rivka ont donné ordre à Yaakov de quitter le foyer pour aller rejoindre son oncle Lavan, eh bien Yaakov n'est pas parti tout de suite. Il a quitté le domicile des parents, le domicile parental, le domicile familial, mais il est allé dans le Beth Midrash, dans la maison d'études qui avait été fondée par Shem, le fils de Noach, et qui était dirigé par son arrière-petit-fils, l'arrière-petit-fils de Shem, qui s'appelait Ever. Et pendant 14 ans, Yaakov Avinu a étudié dans cette yeshiva, et seulement après, il est parti pour aller chez Lavan. Et la question se pose, la Torah ne pouvait pas trouver un autre moyen pour nous enseigner, pour nous faire découvrir cette vérité sur le comportement de Yaakov qui a étudié 14 ans à la yeshiva. Il ne pouvait pas trouver un autre verset que le verset qui parle des épousailles de Esav avec la fille de Ishmaël et de l'alliance entre Esav et Ishmaël. Sinon pour nous dire justement que si on veut se protéger de cette alliance, eh bien il faut prendre exemple sur Yaakov Avinu. Lorsque Yaakov Avinu, qui était pourtant à Yoshev Ohalim, qui de toute sa vie était quelqu'un qui habitait la tente pour étudier la Torah, mais lorsqu'il a vu ce double danger, d'une part de l'association entre Esav et Ishmaël, et d'autre part d'aller habiter chez un impie comme Lavan, il fallait à nouveau se protéger. Et la meilleure protection, c'était l'étude de la Torah à haute dose, 14 ans d'études supplémentaires dans de la Torah. Voilà, mes chers amis, l'exemple que nous fournit Yaakov Avinu. Puisse cet exemple nous inspirer, nous stimuler, nous protéger et nous permettre de hâter la venue du Mashiach, Bimera B'Yameinu.